bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous avec l'information. Voici les titres de l'actualité. Le président Obama au Sénégal, à 6 jours de son arrivée, nous ouvrons le dossier. Ce soir, nous revisitons la coopération, le portrait des États-Unis et le premier contact entre le chef de la Maison-Blanche et le président Macky Sall. La recherche du consensus sera de mise, annonce faite aujourd'hui par la Commission nationale de réforme des institutions. Enfin, les stades de Mour et de Fatick remis à neuf à hauteur de 1 milliard de francs CFA. L'ambassadeur de Chine a remis hier les clés au Premier ministre Abdoul Mbaye. Le 28 mars dernier, Barack Obama et Macky Sall se rencontraient pour la première fois, une tête-à-tête à la Maison-Blanche qui a permis de donner de nouvelles orientations à la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Séduit par le leadership du chef de l'État, Barack Obama montre le Sénégal en exemple à la face du monde dans le jeu démocratique. En termes de retombées, la politique économique du président Macky Sall sur l'agriculture trouve écho auprès de la première puissance mondiale. Le premier contact entre ces deux hommes d'État est retracé ici par Pape Biram Biguendiaï. C'était le 28 mars 2013 à la Maison-Blanche. Le premier contact entre 12 hommes d'État épris de paix, de justice, de démocratie et de bonne gouvernance. Macky Sall et Barack Obama signent leur première rencontre avec en toile de fond une entente cordiale, symbole d'une parfaite convergence de vues sur des questions stratégiques. Le nouvel ordre de priorité du chef de l'État inspire l'administration Obama, qui se met à l'heure africaine dans l'esprit du nouveau type de dirigeant africain, incarné par le président Sall. His Excellency President Sall, there were some bumps in the road in terms of transition. Pour le président Macky Sall, le chemin vers l'alternance était rendu périlleux par l'ancien régime. Mais fort heureusement, les Sénégalais se sont dressés un bouclier pour sauver leur démocratie. Cape Verde is a real success story. We were hearing from C'est par la démocratie, c'est par la bonne gouvernance que nous pourrons atteindre nos objectifs de développement. Je veux dire, la loi, c'est gentil, mais nous ne sommes pas capables d'exporter vers les États-Unis d'Amérique. Notre tissu économique n'est pas en mesure de nous d'exporter vers le territoire américain. Donc vous avez beau parler de la loi, dans 20 ans on en parlera, mais nous ne serons pas en mesure d'être présents sur le marché américain pour la bonne et simple raison que notre industrie n'est pas compétitive. Parce que le facteur premier d'une industrie, c'est l'électricité. L'électricité nous manque cruellement. On a de gros problèmes structurels dans ce secteur. Mais sur ce domaine précisément, je lui ai dit que le Sénégal, comme la plupart des pays africains, était engagé dans une politique de diversification de la production, du transport. Dans le cadre de cette diversification, du mix énergétique, nous avons pris l'option au-delà du charbon et des énergies renouvelables, notamment le solaire. Nous avons aussi décidé de promouvoir le gaz, ce qu'on appelle le pétrole liquéfié. Et je lui ai d'ailleurs demandé de nous permettre d'importer du gaz à partir de la Louisiane, parce que cela devrait nous revenir moins cher que si nous l'achetions ailleurs. C'est dans cet esprit que Washington recrée le lien avec l'Afrique. Mais loin de succomber à la politique de la main tendue, le continent doit rester fort et traité d'égal à égal avec la première puissance mondiale. Tel est le plaidoyer du chef de l'État qui fixe d'ores et déjà les règles du jeu. Notre vision, ce n'est pas de venir tendre la main. Nous devons dépasser aussi ce stade. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique est une destination où le retour sur investissement est garanti. Nos États sont stables, quoi qu'on puisse dire, et que les investissements peuvent trouver un terreau favorable pourvu que nous poursuivions nos efforts dans le climat des affaires, dans la promotion de la bonne gouvernance, et que la justice également facilite cet état de droit. L'Afrique n'est plus un continent à aider, mais bien un marché attrayant qui pèse sur la balance de l'économie mondiale. Le défi est grand, à l'image de la relance de nos économies. Au Sénégal, l'option stratégique est clairement affichée. Seule la terre ne ment pas. L'investissement privé étranger est orienté vers un secteur porteur de croissance rapide. Il faut que notre économie soit revue
à travers le développement de l'agriculture. Parce que c'est par ce créneau qu'on peut créer des emplois. L'État tout seul ne peut pas créer des emplois. Il n'en crée que très peu. Nous faisons de gros efforts actuellement, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. La vraie création d'emplois viendra de la relance économique et du développement de l'investissement privé en particulier. Entre le Sénégal et les États-Unis, il y a le Millennium Challenge Corporation. Cet instrument et mécanisme de financement d'infrastructures dans notre pays. L'idée est séduisante, mais la réalisation pose encore problème, avec des lenteurs qui risquent de plomber le rythme de croissance économique. Je vais rappeler le Millennium Challenge. Il a été signé en ce qui concerne le Sénégal pendant que moi j'étais Premier ministre. On vient seulement de poser la première pierre. Alors que nous sommes dans des mandats limités. De plus en plus, on ne peut pas avoir un mandat limité et avoir des procédures qui nous mettent sur des temps d'une décennie en moyenne. La nouvelle politique étrangère des États-Unis en Afrique repose désormais sur une poignée de chefs d'État choisis par l'administration Obama. Le Sénégal, porte d'entrée de Barack Hussein Obama en Afrique, sera véritablement la plaque tournante de l'économie américaine sur le continent. En termes de symboles et de retombées économiques, c'est tout le Sénégal qui gagne. Les États-Unis constituent la première puissance économique du monde. Cette puissance repose avant tout sur un vaste territoire qui fait presque 50 fois le Sénégal. Fédération de 50 États, les États-Unis ont pour capitale Washington DC. Plusieurs fuseaux horaires traversent le pays, continent, où le dollar est roi et la dette publique vertigineuse. 50 États, un pays. C'est une présentation signée Oumar Diaw. 9,3 millions de kilomètres carrés, les États-Unis font presque 50 fois le Sénégal, précisément 47 fois et demi. En regardant la Star Spangled Banner, la bannière étoilée, on se rend compte que 50 États matérialisés chacun par une étoile constituent ce vaste ensemble parti de 13 colonies primitives atlantiques. Ce sont les bandes horizontales du drapeau US. D'est en ouest, il faut parcourir 4000 km de l'Atlantique au Pacifique et la moitié des Grands Lacs au nord au golfe du Mexique au sud. Quand il fait midi à New York, surnommé Big Apple, il est seulement 8 heures à Hollywood sans que ça soit du cinéma. 48 États adjacents forment le mainland, de part et d'autre l'Alaska au-dessus du Canada et Hawaï au large du Pacifique. Washington, situé dans le district de Columbia, est la capitale fédérale, rien à voir avec Washington State, à l'extrémité nord-ouest. Out of many one et pluribus unum, un à partir de plusieurs, telle est la devise américaine. Pays continent, les États-Unis présentent tous les reliefs et tous les paysages végétaux allant des forêts de conifères au désert. Si les États-Unis appartiennent à la zone tempérée, ils cachent diverses nuances climatiques du subtropical au subpolaire. À plus de 80%, les 313 millions d'Américains vivent dans les villes dont certaines formes de conurbation étalées sur des centaines de kilomètres. Bushwash de Boston à Washington, Chippewa de Chicago à Pittsburgh. Première puissance mondiale, les États-Unis affichent un déficit commercial chronique, se doublant d'une dette publique vertigineuse. Malgré tout, l'Amérique reste une terre promise de mythes, de rêves et d'espérances. Le seul pays du monde où sur la monnaie, il est fait référence à Dieu. In God we trust, peut-on lire sur chaque dollar. Peut-être qu'en cherchant Dieu, on trouvera l'argent ou le contraire. Allez savoir. Oumar Diaw, les États-Unis sont considérés comme un melting pot. Sa population d'environ 314 millions aujourd'hui est constituée d'habitants d'origine diverse, un état de fait qui justifie en partie cette appellation. Mais originellement, melting pot veut dire creuser. La signification de melting pot américain, c'est le sujet de notre reporter René Massibou Diouf. Melting pot est le symbole de l'exception culturelle américaine, un terme qui décrit la vie dans les communautés de plusieurs millions d'Afro-Américains, d'Asiatiques et de Latino-Américains. Le terme emprunté à la pièce de théâtre d'Israël Zangville a fait fureur dans les États-Unis de l'époque. Autour de 314 millions d'habitants aujourd'hui, la population est originellement composite. Une majorité de blancs la compose à plus de 50%. Les noirs sont environ 10%, les asiatiques 5% et les hispaniques un peu plus nombreux en plus des amérindiens autochtones. Ce brassage culturel et racial a favorisé un métissage important. Dans son sens authentique, melting pot veut dire creuser. Par
Par la suite, la notion a fait advenir l'idée de mixité sociale. Elle est utilisée comme métaphore pour désigner l'effacement des différences initiales d'ordre culturel ou religieux au profit d'un seul et même ensemble, d'une seule et même communauté tournée vers un avenir commun, l'assimilation. En vertu du succès politique dans l'intégration des minorités qu'il a permis d'atteindre, le terme a connu une extension de son exemplarité, puisque c'est à l'échelle nationale que les États-Unis sont considérés de manière générale comme un melting pot. Autrement dit, l'Amérique est constituée d'une mosaïque de cultures, de religions et d'ethnies, un modèle qui marche du seul fait que chacun se sent pleinement appartenir à la communauté et qu'un noir a les mêmes chances de réussite aujourd'hui que n'importe qui. Un terme qui connaît de nos jours une utilisation planétaire au gré de certaines adaptations terminologiques. Quand nous sommes dans des lieux publics bondés de monde, ne disons-nous pas tout simplement que c'est un véritable melting pot? J-6 avant l'arrivée au Sénégal de Barack Obama, c'était le dossier du jour. Réforme des institutions, une réforme enclenchée depuis septembre 2012. L'acte 1 de la réforme vient d'être posé avec une conférence de presse organisée par les membres de la Commission nationale de réforme des institutions. Des facilitateurs seront déployés et des consultations organisées pour un consensus sur les réformes. Abasso. Cette conférence de presse marque l'acte 1 de la réforme des institutions enclenchée depuis le 14 septembre 2012, une volonté manifeste du président de la République Macky Sall que compte traduire en acte les membres de la Commission nationale de réforme des institutions dirigée par le doyen Amadou Makhtar Mbow. À l'origine de ces réformes souhaitées, des manquements notés dans le paysage institutionnel sénégalais caractérisé par une instabilité. Cette concertation sera donc large, participative, inclusive, ouverte à tous. Tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir exprimer leurs sentiments et donner leur point de vue sur les orientations qui leur paraissent les plus à même de garantir à notre pays stabilité institutionnelle, équilibre des pouvoirs, renforcement de la démocratie participative et du sens civique, meilleure protection des libertés individuelles, élargissement de la décentralisation en ce qui concerne notamment les politiques publiques, promotion de la transparence, de l'éthique et du sens de valeur dans la gestion des affaires publiques, renforcement de la solidarité et protection des plus faibles, protection du capital foncier et des ressources naturelles, etc. Des consultations seront menées avec tous les acteurs au niveau local, national voire international. 90 facilitateurs vont être déployés sur tout le territoire national et la commission va livrer ses secrets dans les 6 mois à venir. Les changements qui existent de la situation passent nécessairement par de nouveaux principes et méthodes d'exercice du pouvoir, par une révolution dans les mentalités et par une politique économique de rupture assumée désormais par toutes les forces de la nation hors de toute querelle politicienne. La CNRI ne compte pas lésiner sur les ressources et autres compétences pour une large concertation. La démocratie participative dicte sa loi pour une réforme consensuelle de nos institutions. Le renouvellement de la classe politique et la limitation des mandats aux postes électifs sont entre autres les propositions faites par les membres de la société civile sénégalaise. Ils ont tenu à Saly Portudal un atelier de restitution des études de capitalisation du processus électoral. Rencontre qui a permis de faire le bilan de leur contribution aux élections de 2012. Damsila. La société civile sénégalaise déterminée à jouer pleinement son rôle dans le landerneau politique. Elle a tenu pendant 2 jours à Saly un atelier de restitution des études de capitalisation du processus électoral. Une façon de tirer le bilan sur sa contribution aux élections de 2012. Nous avons essayé de faire donc des études pour déterminer un peu l'impact, au-delà de l'impact politique, de l'impact démocratique de notre intervention, quelles sont les externalités socio-économiques de notre intervention. Et donc cet atelier permet aujourd'hui de valider les études que nous avons menées dans ce sens. Mais dans un autre sens, dans un autre domaine, donc nous sommes en train de nous projeter dans l'avenir pour voir aujourd'hui quel va être l'agenda commun de la société civile en perspective des réformes en cours et en perspective également des prochaines locales. Nous sommes au niveau de l'USAID dans le cadre d'une réforme qui s'appelle USAID Forward, dans laquelle nous voulons appuyer les processus et les acteurs nationaux. Parce que nous estimons que l'efficacité de l'aide participe également de cela.
Nous sommes dans une étude assez développée pour voir comment nous allons travailler avec le gouvernement, directement avec le gouvernement du Sénégal, comment nous allons mieux soutenir les organisations de la société civile. Malgré la bonne réputation de notre pays en matière de démocratie, les participants ont soulevé quelques zones d'ombre dans le système électoral. Ils proposent une révision du fichier électoral pour corriger certains manquements, mais aussi la limitation des mandats au poste électif et le renouvellement de la classe politique. La limitation des mandats, ce personnel politique, justement, on peut le relever, on peut le renouveler grâce à la limitation des mandats des responsables des collectivités locales. Pourquoi ne pas limiter le nombre de mandats des maires, des communes, pourquoi ne pas limiter le nombre de mandats des PCR et au-delà, limiter encore davantage le mandat du président de la République, limiter le nombre de mandats des députés, pour arriver à faire en sorte qu'il y ait un renouvellement constant de la classe politique. La société civile sénégalaise appelle le gouvernement à permettre aux candidats indépendants, c'est-à-dire n'appartenant à aucun parti politique, de pouvoir se présenter aux élections locales. Elle demande aussi de nouvelles discussions sur le vote avec un bulletin unique. Autre aspect de l'actualité, Alioune Sarr satisfait du degré d'application des prix homologués du riz, huile et sucre dans les régions de Matam et de Kaolack. Le ministre du Commerce vient d'effectuer une visite de terrain dans ces deux régions 3 semaines après l'annonce de cette mesure gouvernementale. Reportage Alassane Diédiou. À Matam, le ministre du Commerce a eu un contact direct avec les acteurs de la filière. C'est là même qui sont censés traduire en acte la décision prise par le gouvernement de procéder à l'homologation des prix du riz, de l'huile et du sucre. Temps fort de cette visite, le marché de Matam. Ici, Alioune Sarr a été accueilli dans la bonne humeur par les commerçants qui ont compris la signification profonde de la présence du ministre du Commerce devant les étals et dans les boutiques des détaillants, des micro-grossistes et grossistes. Dans les échanges qu'il a eu à chaque étape, Alioune Sarr a pu s'imprégner des conditions dans lesquelles ces agences économiques travaillent à Matam comme à Ourossogui. À Matam, nous avons vu aujourd'hui 95% des mesures sont appliquées. Pour dire simplement que tous les commerçants de Matam aujourd'hui appliquent les nouveaux prix homologués. C'est un sentiment de satisfaction. Au cours du CRD spécial qui a précédé la visite sur le terrain, le ministre du Commerce s'est félicité de l'implication de façon particulière des différents acteurs économiques, administratifs et sociaux de la région de Matam dans la réussite de cette opération de baisse des prix des denrées de première nécessité. Autre région, même sentiment de satisfaction. À Kaolack, le ministre du Commerce s'est félicité également au cours du CRD spécial du travail accompli par l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre des mesures d'homologation des prix. Important pôle économique et commercial, la région de Kaolack, comme celle de Matam, a la particularité d'être une région frontalière, d'où la nécessité d'un suivi particulier. Ici, dans cette rue des grossistes, on constate que certains vendent des prix beaucoup moins chers que ce qui a été homologué. Donc cela montre simplement que les prix homologués constituent une véritable réalité et ça se fait sans pour autant porter préjudice ni aux détaillants, ni aux grossistes, encore moins aux importateurs. L'étape de Kaolack a été une occasion pour Alioune Sarr d'effectuer une visite en compagnie du maire de la commune, Madiène Diouf, au chantier en construction du marché central qui, rappelons-le, avait subi il y a 2 ans un violent incendie. Au cours des différents CRD, le ministre du Commerce a été interpellé sur la question du ravitaillement du marché local en sucre à quelques semaines du début du Ramadan. Alioune Sarr a écarté tout risque de pénurie de sucre. Propos recueillis par Alassane Diédiou. Je veux dire comme information pour assurer le peuple sénégalais, c'est que nous avons aujourd'hui plus de 65 000 tonnes de sucre sur le marché. Donc nous allons simplement, à partir de ce jour, mettre en place un dispositif de suivi et de veille dans toutes les régions pour suivre au jour le jour le niveau des stocks de sucre et naturellement prendre les dispositions avec la compagnie sucrière pour que tous les grossistes qui auront besoin de sucre dans les régions du Sénégal puissent l'avoir dans des conditions les meilleures. On nous a fait part de délais de livraison très très longs. Nous allons demander à la compagnie sucrière de travailler à raccourcir les délais. On nous a dit que les camions mettent parfois 10 jours avant d'amener le produit. Ceci est totalement inacceptable. Nous pensons qu'il faut faire des efforts importants, non seulement pour que le sucre puisse être disponible, mais également pour que l'approvisionnement au niveau de Dakar puisse se faire aussi dans de bonnes conditions. Mais ça, nous allons le faire en collaboration avec les acteurs du commerce et bien sûr avec la compagnie sucrière et les commerçants qui sont spécialisés dans l'importation de sucre. Visite du ministre de la restructuration de l'aménagement des zones d'inondation dans la banlieue. Il s'est rendu à Guédiawaye, Malika, Kamassar et Dalifort. Sur place, il a rencontré les populations et a pu constater
l'avancement des opérations de curage et de pompage des bassins de rétention. Philomène Constance Diagne. Les autorités locales de la banlieue ont rendu compte de l'avancement des travaux pré-hivernage. Ils ont aussi souligné les difficultés qu'ils rencontrent. Cette mise au point a permis au ministre d'apporter quelques informations au préalable. Première étape de la visite de terrain, le bassin de Médina Gounass. Ici, des agents s'activent à curer le bassin qui était rempli de détritus. Vous avez vu à Bagdad, c'est pas moins de 106 camions qui ont été amenés à Mbabès. Cela veut dire que donc il y a vraiment du travail à faire et ça participe à augmenter la capacité d'absorption de ces bassins-là. Après Gounass, c'était au tour des bassins de Bagdad, de Guédiawaye et celui de Rouy. Sur place, le problème de l'alimentation des stations de pompage est posé. C'est que le dysfonctionnement au niveau de ces stations est lié à deux choses. Soit l'absence de raccordement au niveau de la source d'électricité, soit à un problème de carburant. Or, je vous informe aujourd'hui que le président de la République a donné instruction que M. le Premier ministre nous a engagé la Sénélec de raccorder l'ensemble des stations. Et qu'aujourd'hui, cette même instruction a été donnée également à ONAS pour payer l'ensemble des arriérés de factures aujourd'hui que nous avons au niveau de ces stations. Et de prendre en charge également les factures à venir. Donc ce problème-là, très bientôt, sera derrière nous. Cette visite du ministre en compagnie des membres du Comité national de lutte contre les inondations va permettre une meilleure perception des besoins des populations pour prévenir les risques pendant l'hivernage. Bref, notre ministère, vu son caractère transversal sur tout ce qui est gestion des inondations, fait un travail de coordination. Je vous dis que depuis ma nomination, pas moins de, disons, une quarantaine de réunions interministérielles se sont tenues autour de cette question et ces réunions ont pour objet de coordonner cette activité pour que vraiment les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Entre le curage, la réfection des bassins et le pompage, les agents du ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones inondées espèrent un hivernage plus apaisé que les années précédentes. Toutes les 4 secondes, une personne est déplacée contre son gré ou elle est en situation de réfugié, selon le rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés. Pour la seule année 2012, leur nombre est estimé à 7 600 000, un chiffre jamais atteint depuis 1994. 80% vivent en effet dans les pays en voie de développement. Les principales causes sont les conflits et les persécutions. Le HCR tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du réfugié. Moussa Mané. Laisser nos biens derrière nous, nos maisons, nos animaux, mais aussi des parents qui ne pouvaient pas quitter. Le témoignage de ce Malien est édifiant à plus d'un titre. Suite à la crise, ils sont plus de 176 000 réfugiés hors des frontières du Mali. 300 000 sont déplacés à l'intérieur du pays. Des familles entières dénaturées. L'impact dévastateur de la guerre sur les familles nous rappelle que les victimes des guerres sont des mères, des pères, des fils, des filles. Ce sont des familles. La guerre peut radicalement changer la vie d'une famille en 1 minute à peine. Mais la famille réfugiée ou déplacée interne peut également être aidée et retrouver espoir durant cette période difficile, voire dramatique. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déracinées suite à des conflits et persécutions a atteint 45,2 millions en 2012 dans le monde. Au Sénégal, leur nombre est évalué à 14 233, en plus de 2 333 demandeurs d'asile. Nous demandons aux autorités du Sénégal de redoubler les efforts pour l'obtention des cartes d'identité des réfugiés et les TVC, titre de convention titre de voyage de la convention. Nous demandons aux autorités du Sénégal de redoubler également la sécurité pour les réfugiés et les demandeurs d'asile sur le territoire sénégalais. L'objectif de la Journée mondiale des réfugiés est d'attirer l'attention du public sur la situation des personnes déplacées, mais surtout de renouveler l'engagement de chacun pour résoudre les problèmes auxquels ils font face. Étant considéré comme le pays de la Teranga, le Sénégal ne manquera jamais de manifester sa solidarité à l'égard de toute population amenée à quitter son pays d'origine pour chercher refuge ailleurs. Conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le gouvernement sénégalais travaille en étroite collaboration avec le HCR
pour assurer aux personnes déplacées une protection permettant de reconstruire leur vie. Face au nombre croissant des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme au niveau des pays d'accueil pour une meilleure protection. La nature se déchaîne en France et la loi des séries se poursuit. Après les Pyrénées, c'est la Côte d'Or qui a été frappée par de violents coups de vent semblables à une tornade. Des toits de maisons arrachés, par miracle, il n'y a pas eu de mort. Du ciel, sur une ligne droite, la trajectoire très nette de ce coup de vent exceptionnel. Toutes les maisons ont été touchées sur son passage. Aucune toiture n'a résisté. Le phénomène n'a duré qu'une dizaine de minutes peu après 17 h hier soir et les habitants de ces 3 villages de Côte d'Or en sont encore abasourdis. Le tourbillon, je l'ai vu, oui. Venir depuis les tranchées, traverser toute la plaine et atterrir sur toutes les maisons. J'ai dit c'est pas possible, c'est la fin du monde. Près de 150 maisons endommagées. Ici, c'est le premier étage qui a été presque entièrement soufflé. Il y avait des chambres, il y avait un salon avec bibliothèque et le coin informatique. Bon ben là, il n'y a plus rien. Le propriétaire sait qu'il va devoir raser sa maison. Dans cette ferme voisine, des pans entiers de murs se sont effondrés. Les tuiles de la toiture se sont toutes envolées. Vous pouvez là. Oui. Tout là-haut. C'était la chambre de mes petits-enfants. Et en plus, je devais les avoir hier après-midi, je ne les ai pas eu heureusement parce que c'était... L'impuissance de cette habitante dans ces pièces ravagées. Les plafonds menacent de s'écrouler d'un moment à l'autre. Impossible d'oublier cette soirée très éprouvante. On avait un cabanon pour Marie, pour ses outils, tout s'est envolé, tout. Même les arbres sont partis. Même la remorque, on ne l'a même pas retrouvée, pour vous dire. On ne sait pas où elle est. Des habitants hébétés, mais soulagés malgré tout, car la catastrophe n'a pas fait de victimes. Retour au bercail, la Fondation Servir le Sénégal a remis ce matin un chèque de 15 millions de francs au service oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec. Cet argent est destiné à la prise en charge des enfants atteints de cancer. Le geste est apprécié à sa juste valeur par les responsables de l'hôpital. C'est un reportage de Ibrahim Mboup. Hôpital Aristide Le Dantec, service oncologie pédiatrique. Ici, sont prises en charge des enfants atteints de cancer. Ils sont âgés entre 4 et 6 ans. Le cancer de l'enfant, donc on l'a vu, c'est une réalité. Et au Sénégal, il y a à peu près 800 nouveaux cas qui sont en théoriquement attendus chaque année au Sénégal. Alors, notre unité, qui est la seule unité hélas du pays, reçoit chaque année environ 150 enfants. Au cours d'une cérémonie sobre, la Fondation Servir le Sénégal a remis un chèque de 15 millions de francs CFA aux autorités de l'hôpital. Un geste qui fait suite à une visite de la première dame Mariam Sall effectuée dans ce service il y a 1 an. Elle a donné des instructions à l'équipe de la Fondation pour que dans le budget 2013, une planification soit faite et que nous puissions chercher auprès de nos amis, de nos partenaires qui sont principalement dans le domaine du privé ou dans le domaine de l'humanitaire, chercher des fonds afin d'appuyer cette œuvre plus que salutaire. La prise en charge du cancer nécessite beaucoup de moyens. La chimiothérapie est pour le moins coûteuse. Les fonds décaissés par la Fondation Servir le Sénégal seront d'un apport inestimable. Je pense que son action n'a pas tardé, avec cet appui considérable de 15 millions de francs CFA qui va nous servir de soulagement et qui va permettre d'améliorer sensiblement la prise en charge de ces enfants. La direction de l'hôpital promet d'utiliser l'argent à bon escient et rendre compte à ses bienfaiteurs pour plus de transparence. Yokouba Yeko, c'est le nom du nouveau réseau lancé par Oledia et Mamadou Dramé. Ils sont tous deux les deux responsables de la paire dans la commune de Joal Fadiout. Ils ont organisé un méga meeting ce week-end, compte rendu de Ibrahim Ndong. Joal déroule le tapis rouge à Oledia. La mécène lance le réseau Yokouba Yeko en collaboration avec Mamadou Dramé. C'est l'objectif, soulager les femmes. Notre seule préoccupation,
les femmes de Joal. Il est important de les soutenir dans leurs projets. C'est ce qui explique mon engagement aux côtés du président Sall. La place du quartier 51 des HLM s'est révélée trop petite pour contenir la foule. Un méga meeting qui a enregistré la présence de plusieurs responsables de l'Alliance pour la République. À la population de Joal et à tout le Sénégal d'ailleurs, rappelez-nous que nous avons élu Macky Sall en 2012 et que nous l'avons élu, c'est nous qui devons l'accompagner. Chacun de nous doit être conscient qu'il a un apport à faire pour développer le Sénégal. Il n'y a pas que Macky Sall qui doit développer le Sénégal. Chacun de nous a une contribution à faire. Si chacun de nous est conscient de ce qu'il doit faire pour le pays, je pense que le Sénégal irait en avant. On a élu un ingénieur qui ne croit qu'au travail, il ne croit pas à la parole. Il est en train de faire et de faire bien le travail. Cette manifestation politique est une occasion de massifier le parti avec l'adhésion à l'APR de Jacques Ndong, premier adjoint au maire de la commune de Joal-Fadiouth, accompagné d'autres conseillers. Après Joal-Fadiouth, nous nous rendons à Ziguinchor où la cathédrale Saint-Antoine de Padoue a 125 ans, un anniversaire fêté par la communauté chrétienne en communion avec les populations. En plus des prières et recueillements, des activités de bienfaisance et des compétitions sportives ont marqué ce jubilé. Ndene Ndiaye et Bachirba. C'est toute la région de Ziguinchor et au-delà la Casamance et le Sénégal qui ont tenu à célébrer les 125 ans de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Outre l'aspect religieux, c'est le trésor de toute une région, un patrimoine national avec une histoire et des symboles qui est fêté. 125 ans de travail continu, 125 ans de dons de soi et de soutien, 125 ans de prières et de recueillement, 125 ans de lumière entretenue dans la foi du Christ ressuscité. Dans cette commémoration, des observateurs mais aussi des acteurs qui ont œuvré pour la bonne marche de cette église. C'est moi qui ai célébré les 100 ans de la cathédrale. 25 ans après, je suis heureux de m'associer, d'être vraiment présent encore à cette célébration. Le président de l'Assemblée nationale, qui a séduit l'assistance par ses connaissances scientifiques et bibliques, a en outre exhorté les croyants à prier. Verset 11, ne jette pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Le Seigneur répond toujours. Le Seigneur répond toujours aux prières des croyants. Le temps où il répond, le lieu où il répond, la manière dont il répond resteront toujours dans le secret de Dieu, mais il répond toujours. Les 125 ans de cette cathédrale ne doivent pas être une fin, mais une étape, dira l'évêque de Ziguinchor. De ce jubilé, une rampe de lancement spirituel pour un autre jubilé de 150 ans. Le chef de l'église de Ziguinchor a aussi déclaré que sa communauté n'a formulé aucun grief contre l'État. Monsieur le Président de la République, ses collaborateurs et toutes les autorités de ce pays, nous n'avons aucun grief contre eux. Puisque nous avons reçu d'eux l'assurance que cette cathédrale, classée monument historique, sera réhabilitée en son temps. 125 ans, cela se fête et les populations ont communié avec l'Église, du sport et des consultations gratuites, en plus d'un carnaval pour le bonheur de toute une région. Le programme de la chirurgie mobile a été lancé à Ziguinchor. C'est un programme qui renforce la chirurgie dans les localités où cette discipline est rare. À Ziguinchor, le ministre Awa-Marie Coll Seck en a profité pour visiter l'hôpital de la Paix. Kaltom Gueye. L'accès aux soins de qualité est un réel problème dans certaines régions. C'est le cas des zones périphériques méridionales. La chirurgie est quasi existante dans ces localités. La présence d'unités de chirurgie mobile à Ziguinchor est une aubaine pour les populations. Nous avons décidé que dans les régions où on sait qu'il y a des problèmes de ressources humaines, qu'il fallait emmener les chirurgiens de haut niveau, des chirurgiens vraiment expérimentés, pour aider ces régions à
avoir une prestation de qualité pour les populations. Un programme qui regroupe tous les chirurgiens sénégalais. Ils ambitionnent de sillonner le pays pour offrir leurs services dans les hôpitaux. Chaque trimestre, chaque discipline va envoyer une équipe dans une des régions du Sénégal. Si bien que le programme va tourner autour de 40 missions par année. Nous avons fait une vingtaine d'opérations depuis donc lundi, en 3 jours. Nous allons pouvoir en faire une trentaine à la fin de la semaine. Des chirurgies quand même différentes, des hernies, des cancers de l'estomac. J'ai fait un prolapsus génital de la femme, etc. Voilà. Cet homme est un des premiers patients opérés à Ziguinchor. Il salue l'initiative. Ça aide les gens. Surtout les régions trop excentrées là. On peut dire que les médecins ne sont pas trop nombreux. Le ministre de la Santé a également profité de l'occasion pour visiter l'hôpital de la paix de Ziguinchor en chantier depuis plus de 10 ans. Bientôt, il va ouvrir ses portes. Il y a à peu près 80 à 85% de choses déjà effectuées. Mais nous voulons que le 15% qui reste soit fait dans les mois à venir, car nous voulons pouvoir ouvrir cet hôpital comme nous l'avons promis aux populations. Le programme de chirurgie mobile est une solution intermédiaire. Aomari Kolsek assure qu'une stratégie pérenne est en train d'être peaufinée. À terme, chaque structure hospitalière aura une équipe chirurgicale qualifiée. La page sport, l'ambassadeur de Chine au Sénégal a remis hier au Premier ministre les clés des stades de Mbour et de Fatick d'un montant d'un peu plus d'1 milliard de francs. Ces 2 stades régionaux permettent au Sénégal d'avoir des infrastructures de qualité. Compte rendu, Louis Bidza. La remise des clés des stades régionaux Caroline Faye de Mbour et Massen Sen de Fatick, un événement important dans l'agenda des dirigeants sportifs. Autour du Premier ministre, le président de la Fédération sénégalaise de football, celui de la Ligue de football, les journalistes sportifs, tous ont voulu répondre présents à cette cérémonie. Mais ce sont 2 stades qui suivent d'autres réalisations, puisque je rappelle, il y a déjà eu la réception des travaux des stades Alassane Djigo de Pikine, Eliman Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, et nous avons en perspective la réception prochaine des travaux des stades de Louga, de Kolda, de Tambacounda, de Matam, de Saint-Louis, sans oublier bien sûr le démarrage imminent de réfection du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. C'est donc dire que la République de Chine a véritablement réussi à bâtir avec le Sénégal un partenariat de référence fécond, mais également prometteur. La réception de ces 2 stades après les travaux de réfection illustre une fois de plus l'excellente coopération entre la Chine et le Sénégal. Aujourd'hui, j'ai remis une clé symbolique marquant la fin des travaux de 2 stades régionaux. Il y aurait d'autres travaux qui vont être lancés. Et dans le cadre de la coopération avec la Chine, il y aurait d'autres projets sportifs. Et donc ce serait une coopération, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne cesse de donner des résultats concrets et nouveaux. Le problème qui va se poser maintenant, c'est un problème de gestion et de maintenance. Et c'est à ce niveau que nous devons nous battre avec les municipalités et avec les conseils régionaux pour que véritablement un protocole soit signé pour cette maintenance et cette gestion des infrastructures. Cette maintenance, une invite pressante pour sauvegarder ces bijoux. Il s'agit notamment de pelouses, de pistes, des terrains de basket et autres aires de jeu. Relance du partenariat Orange et Ligue professionnelle de football. La Société nationale de téléphonie a mis sur la table plus d'1,5 milliard de francs. L'accord entre les 2 parties, d'une durée de 4 ans, a pris effet depuis hier, jour de signature du contrat. Les compétitions de la Ligue Pro changent aussi de nom. Elles deviennent Orange Ligue 2 d'Aba. Le championnat de football professionnel depuis hier a changé de dénomination. Si Orange a accepté de payer un montant qui est un montant important pour une saison qui est déjà effectivement avancée, il est normal qu'il y ait une contrepartie. Et donc pour la saison 2012-2013, nous avons effectivement concédé le naming de nos compétitions, que ce soit la Ligue 1, qui va s'appeler donc Orange Ligue 1, la Ligue 2, qui malheureusement d'ailleurs est terminée avec un champion qui est Sunéor, qui est maintenant championne de la Ligue 2 Orange.
C'est là une conséquence logique de la signature du contrat entre la Sonatel et la Ligue professionnelle. Un nouveau bail de 4 années. Ce contrat est un contrat qui est d'un montant global d'1,555 milliard, qui prend en compte 3 aspects. Le premier, c'est une contrepartie fixe, qui est d'1,265 milliard. Mais il y a une nouveauté dans ce contrat, c'est l'accompagnement des clubs, du club qui va être pour le moment qualifié en Ligue africaine des champions. Qui sur les 4 ans est de 200 millions, donc soit 50 millions de francs CFA par an, donc avec évidemment des modalités de décaissement, et ensuite un échange marchandises classique. Orange, en plus de son soutien aux équipes nationales, revient pour accompagner le football local sans conditionnalité. C'est simplement le renforcement de l'accompagnement d'Orange pour le développer le football sénégalais. On avait souhaité faire une première étape, un premier acte en 2009 avec un premier contrat avec la Ligue, et là on le renforce avec ce deuxième contrat. D'autres équipes vont avoir aussi la possibilité de récolter les fruits de ce nouvel accord en disputant le trophée des champions, un projet en gestation de la Ligue Pro. Au chapitre découverte, faisons cap sur Évreux, cette ville du département de l'Eure en France qui a accueilli la semaine dernière une forte délégation de la ville de Saint-Louis du Sénégal. Cela dans le cadre de la coopération décentralisée. Évreux a particulièrement séduit ses hôtes à travers son architecture qui rappelle Saint-Louis d'autrefois. Moussagnan. Évreux présente un charme étrange. La ville est magnifique, attrayante. Elle séduit tout simplement le visiteur. C'est la première visite, mais d'entrée, vraiment, l'impression est extraordinaire. Vraiment, nous avons eu devant nous une très belle ville qui, d'entrée, vraiment attire. Chef-lieu du département de l'Eure, Évreux est une ville qui date de l'Antiquité, mais qui s'adapte bien à la modernité. 40% de l'espace sont occupés par l'administration. Les secteurs privés du bâtiment de la pharmacie composent le reste de cette ville qui impressionne à travers la propreté de ses artères. Il faut en même temps éduquer les gens, mais il faut en même temps mettre en place non seulement un système de ramassage des gros déchets, et en même temps des bannettes, des poubelles de ville qui permettent aux gens tout au long de la journée de jeter leurs papiers divers. Le charme d'Évreux attire les touristes sans aucun doute. Ici se développe le tourisme de patrimoine et un tourisme vert. On souhaite développer également le tourisme industriel parce que ça fait partie de l'attirance aujourd'hui de nos concitoyens, visiter les entreprises. Alors on a la cathédrale qui date du XVe siècle avec différentes étapes de reconstruction. Et à côté de ça, on a une église Saint-Orin qui date, la première église date du 7e siècle. Avec un budget de 200 millions d'euros, Évreux compte 37 communes pour une population de 85 000 habitants dans laquelle on retrouve une forte communauté sénégalaise. Et d'ailleurs, la communauté sénégalaise anime et a développé un certain nombre d'associations. Ça nous permet d'avoir des interlocuteurs et de monter un certain nombre de projets avec elles. Donc les choses comme ça fonctionnent bien. Outre les Sénégalais, à Évreux, de grandes familles de Turcs et d'Algériens s'y sont implantées depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est sur une note culturelle que se termine ce journal. Les rideaux sont tombés sur les journées culturelles organisées par l'Association des femmes Manjac de Paris. Toute une communauté mobilisée pour mieux valoriser sa culture. Les festivités se sont déroulées cette année à Nanterre, où de nombreux jeunes aussi ont été imprégnés des réalités culturelles au sein de la communauté Mandiac. Notre envoyé spécial à Paris, Abasso. On se croirait dans une petite ruelle en Casamance, mais nous sommes bien à Nanterre, en banlieue parisienne. Ici, dans la capitale française, c'est la mobilisation de nos compatriotes Manjac qui attire l'attention de plus d'un. À l'intérieur de l'espace Chevreul, les jeunes nés et grandis en Europe sont à l'école de leur propre culture, une culture méconnue, loin du terroir. Et pour un bon apprentissage, la présidente de l'association des femmes Manjac monte au créneau. Dire la jeunesse balounde, je ne dirais pas les Manjac, je dirais les baloundes. Cette jeunesse était un peu perdue. Parce que la jeunesse qui n'a pas pu savoir ce qui est son passé, cette jeunesse est perdue.
C'est ce que nous avons essayé de dire, bon, on va essayer de faire ceci, faire une journée culturelle pour pouvoir solliciter les jeunes, les sensibiliser, pouvoir venir avec nous et voir ce qui est leur culture. Et je crois qu'on a réussi. L'immigration, une équation à plusieurs inconnus avec son lot de risques sur la perte de l'identité. Pour combler ce vide, l'association prend date avec l'histoire chaque année pour des journées culturelles et de communion. Nous ne sommes plus une association, c'est une diaspora. C'est pour cela que je tiens à remercier le chef de l'État du Sénégal pour nous épauler plus. Parce que nous voulons travailler pour les enfants et nous ne voulons pas s'arrêter là. Ces originaires de la Guinée-Bissau, établis au Sénégal, en Gambie et aujourd'hui partout dans le monde, œuvrent pour une meilleure valorisation de leur culture, une culture riche et diversifiée, des expositions, de la danse suivie d'une soirée de gala, une soirée qui a mis fin à cette première journée culturelle au rythme d'une ambiance qui vient de chez nous. Merci de nous avoir prêté attention où que vous soyez dans le monde. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir.